Dernier orateur de cette discussion générale, Monsieur Thierry Braillard pour le groupe RDP. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues. Lors de la première discussion générale que nous avons eue le 16 juillet dernier, j'avais eu l'occasion de rappeler, au nom des députés radicaux de gauche et apparentés, que ce projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles était opportun et bienvenu. Opportun car, avouons-le, si le rapport rendu le 5 mars 2009 par le Comité pour la réforme des collectivités locales contenait des recommandations de bon sens et des perspectives intéressantes, comme l'achèvement de l'intercommunalité, à la création des métropoles, du regroupement des régions et des départements sur la base du volontariat, à la création de la collectivité territoriale du Grand Paris, malheureusement, le gouvernement de l'époque n'a pas su tirer profit de ce rapport en n'en voyant qu'un intérêt électoral et politicien. C'était une occasion perdue. C'est pourquoi ce projet de loi est bienvenu, car il est opportun, bienvenu et contemporain. Laurent Davzy, spécialiste des politiques territoriales, analyse dans un récent ouvrage, je ne sais pas si mes chers collègues vous avez eu l'occasion de le lire, je vous le conseille, que le territoire français a changé entre une France productive, marchande et dynamique, une France non marchande, non productive, mais dynamique, une France, à cette heure-ci, il faut entendre, productive, marchande et en difficulté, enfin, une France non productive, non marchande et en difficulté. Là, c'est vraiment le territoire qui est dans les grandes difficultés. Monsieur Poisson, sans problème, mais vous lirez le livre, ça ira mieux. Si bien que la réalité territoriale ne permet plus de supprimer telle ou telle collectivité, ça c'est important, mais plutôt de trouver des fusions, voire des évolutions. C'est l'intelligence principale de ce texte qui doit répondre à un réel besoin de simplification et de clarification des compétences entre les divers échelons territoriaux, notamment pour les compétences faisant l'objet d'un chef de filât. La conférence territoriale de l'action publique aura donc un rôle de coordination de l'exercice des compétences des collectivités territoriales en discutant principalement des conventions territoriales qui ne seront pas imposées aux collectivités mais suggérées après débat et approbation. Évitons les doublons et faire en sorte que chacun agisse dans son rôle pour une intervention publique décentralisée encore plus efficace. À ce sujet, je ne vous étonnerai pas, mesdames les ministres, en vous disant que les radicaux de gauche sont beaucoup plus circonspects sur la création du Haut Conseil des territoires, une instance qui a pour but, selon le texte, d'améliorer le dialogue entre l'État et les collectivités locales. J'aimerais, si vous me le permettez, mon collègue Gagnère a cité le général de Gaulle, moi je vais citer le président Gaston Monnerville, qui, à la tribune du Sénat en 1962, rappelait que les responsables des collectivités locales qui composent le collège électoral du Sénat apportent la preuve d'une maturité d'esprit, d'une autorité incontestable dans leur sphère, d'un souci de l'intérêt collectif. Le président Monnerville poursuivait que ces élus confirment que les collectivités locales constituent bien la structure solide, stable du régime républicain en France. Le Sénat peut donc parfaitement jouer le rôle d'expertise et de consultation, et nous ne sommes pas convaincus de la création d'une nouvelle instance au moment où ce texte appelle à la simplification des rôles des collectivités territoriales. Nous en reparlerons certainement dans le débat avec l'amendement de suppression que nous avons déposé. Mais ce texte permet également aux intercommunalités de renforcer leur intégration, ce qui facilitera de facto le développement de ces territoires en matière de développement économique, de transport et de services publics. Il répond aux grands principes qui avaient été dégagés par le président Hollande et que nous approuvons totalement. Clarté entre l'État et les collectivités, clarté entre les collectivités elles-mêmes dans l'exercice de leurs compétences, confiance entre les partenaires de l'action publique et surtout cohérence pour conforter la logique des blocs de compétences.
Le grand apport de ce premier texte, des trois qui réformeront la décentralisation dans notre pays, reste néanmoins la création des trois grandes métropoles, à l'instar de ce qui avait été déjà initié en 1982 avec la loi dite PLM. En ce qui concerne la métropole du Grand Paris, le périmètre centré sur Paris et les départements de Petite Couronne en portent notre adhésion. Nous restons attachés au rôle d'opérateur de la métropole face à un rôle plus stratège et planificateur de la région Île-de-France. En matière de logement et de questions environnementales, les compétences métropolitaines devront bien s'inscrire dans le respect des documents régionaux. Il faudra bien qu'il y ait complémentarité et non pas concurrence. D'ailleurs, nous apprécions, Madame la ministre, la volonté du gouvernement de faire droit aux besoins des communes sur le territoire métropolitain, de pouvoir travailler ensemble sur les enjeux locaux, comme par exemple la gestion d'équipements sportifs ou culturels intercommunaux. Le renforcement des compétences des territoires doit donc être soutenu et l'amendement gouvernemental va dans le bon sens. Je m'étendrai un peu plus sur la métropole de Lyon, dont je suis encore l'élu. Le dialogue fécond entre Gérard Collomb, le président du Grand Lyon, et Michel Mercier, le président du Conseil général du Rhône, la concertation qui a eu lieu avec un vrai débat local, débuté il y a déjà de nombreux mois, ont beaucoup aidé à ce que l'article 20 du projet de loi soit nourri et emporte l'adhésion du plus grand nombre. Mais vous savez que quand on veut débattre, faut-il déjà entendre et écouter. Faut-il rappeler qu'en l'espèce, sur son territoire fort de 58 communes, le Grand Lyon va exercer, en plus de ses compétences, les compétences du Conseil général. C'est une simplification, une modernisation qui répond à une réalité territoriale où se forgent les nouveaux atouts de la compétitivité et où réside un tiers de la population. Durant cette seconde lecture, nous resterons attentifs à ce que le dispositif de déliaison des taux figurant à l'article 22 soit bien maintenu, afin que l'autonomie fiscale de la nouvelle collectivité soit une réalité. Et nous serons aussi attentifs à ce que la compétence opérationnelle concession de distribution gaz et électricité soit bien attribuée à la métropole, car c'est un enjeu majeur dans la mesure où la métropole de Lyon exercera la compétence chauffage urbain, soutien aux économies d'énergie et réseaux de très haut débit. Là encore, les amendements du gouvernement, qui ressemblent à ceux que nous avons déposés, vont dans le bon sens. Et puis, je tiens à rappeler que cette période pour la métropole de Lyon, 2015-2020, n'est pas une période de plein exercice, c'est une période transitoire, puisque ce seront des élus qui auront été non pas élus au suffrage direct, mais au suffrage indirect. Ça veut dire qu'ils auront été filés pour pouvoir siéger au sein de cette collectivité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons quelques amendements qui feront certainement débat, notamment sur la composition de l'exécutif et sur les histoires de cumul de mandats. Enfin, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, pour sa part, n'a pas été préparée par un véritable dialogue politique, à l'instar de ce qui s'est passé à Lyon. Et Monsieur Poisson, depuis tout à l'heure que vous essayez de me titiller, je vous rendrai à la façon dont Monsieur Gaudin a préparé l'arrivée de la métropole. Et si on fait une comparaison entre ce qui s'est passé à Lyon et ce qui s'est passé à Marseille, je ne sais pas si ce sera le score du match dimanche soir entre Lyon et Marseille, mais en tout cas, Lyon est vainqueur. Et je voulais aussi rappeler que dès lors, les dispositions prévues dans le texte, qui ont été adoptées conformes à l'issue de la première lecture, prévoient la création au 1er janvier 2016, alors que Lyon c'est 2015, d'un EPCI à fiscalité propre à statut particulier, qui substituera à 6 intercommunalités existantes et exercera de plein droit les compétences des métropoles de droit commun. Incontestablement, nous ne sommes pas dans la même dynamique lyonnaise sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Cette métropole, enfin, dans le texte, et pour conclure, il y a la métropole de droit commun qui avait été créée par la loi du 16 décembre 2010 et qui évolue dans le texte avec un renforcement du degré d'intégration et de nouvelles compétences transférées des communes et des départements, avec, pour ce qui est des départements, une convention de transfert qui devra être mise en œuvre au 1er janvier 2017. Notons également que le seuil de création d'une communauté urbaine a été définitivement abaissé de 450 000 à 250 000 habitants et que les pôles métropolitains pourront être créés
dès lors que l'ensemble des EPCI regroupe 300 000 habitants, dont un de plus de 100 000 habitants. On le voit, c'est un texte qui est riche, exhaustif, qui tend bien à moderniser l'action publique territoriale à une époque où les collectivités jouent un rôle qui va au-delà de la proximité. C'est un texte que le groupe des radicaux de gauche et apparentés soutiendra, comme il l'a déjà soutenu en première lecture. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close.